bonjour à tous. Au cours des 2 dernières semaines, on a déjà vu un peu un historique des dernières 150 ans de la génétique, de Mendel au séquençage du génome humain. Et la semaine dernière, on a vu le séquençage du génome humain, le contenu du génome humain, le type de variants génétiques qu'il y a dans le génome humain et comment ces variants génétiques sont distribués plus ou moins à travers les populations. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le premier cours qu'on va voir l'impact de cette diversité génétique sur les maladies. Et aujourd'hui, ça sera sur les maladies monogéniques. La semaine prochaine, sur les maladies complexes, et la dernière semaine, sur l'interaction génétique-environnement. Et aujourd'hui, je vous le présenterai proprement après. On a la chance d'avoir un des plus grands spécialistes de la génétique des maladies infectieuses. HIV, hépatite et autres. Donc, pour ceux d'entre vous qui veulent bien rester, je serai ravi. Donc, les questions qu'on verra aujourd'hui sont comment ensemble le changement de nucléotides, donc de base, parmi les 3 milliards qui fait notre ADN, peut entraîner une maladie sévère. Comment on découvre les causes génétiques des maladies monogéniques et quelles sont les retombées de cette recherche pour la prise en charge des patients. Cette diapo, on l'a vu déjà, et aujourd'hui, on va se concentrer sur cette partie-là, c'est-à-dire les maladies qui ont une architecture génétique dite simple ou monogénique, où les mutations qu'on va trouver, ils ont un fort impact sur le phénotype, c'est-à-dire sur la maladie, et que sont des mutations souvent rares. Donc les traits ou maladies monogéniques, comme les groupes sanguins ou la mucoviscidose, résultent de caractères génétiques simples, c'est-à-dire que la présence ou l'absence d'une mutation va être suffisant pour déclencher la maladie. Donc, ces caractères sont connus souvent sous le nom de caractères, traits ou maladies mendéliennes, car ils suivent les prédictions de transmission des lois de Mendel qu'on a vues lors du premier cours. Ainsi, les maladies mendéliennes suivent ces principes et se classent selon leur mode de transmission, qui sera différent si les gènes concernés sont localisés dans les chromosomes, dans les autosomes ou les chromosomes sexuels, ou si les caractères sont transmis d'une forme dominante ou récessive. Dans le cas des maladies autosomiques dominantes, je vous rappelle qu'une seule copie de l'allèle mutant suffit à provoquer la maladie, ce qui fait que les hétérozygotes vont tous développer la maladie. On observe la maladie, je vous rappelle, à chaque génération, et chaque enfant d'un parent atteint a 50% de risque d'en hériter la mutation. Lors du premier cours, on a vu l'exemple emblématique de la maladie de Huntington, causée par une expansion anormale des répétitions CAG dans le gène HTT. Un autre exemple, c'est la chondroplasie, qui désigne une forme de dysplasie osseuse, que c'est la plus fréquente d'origine génétique, et ce qu'on appelait avant le nanisme. La chondroplasie concerne environ une naissance sur 20 000 et est caractérisée par une taille plus petite que la moyenne, dont la taille moyenne d'un adulte est de 1,31 pour les hommes et 1,24 pour les femmes. Du fait d'un défaut de la croissance osseuse, les personnes atteintes de chondroplasie présentent une disproportion avec un tronc de taille moyenne, des jambes et des bras plus courts et un crâne plus large que la moyenne, donc une macrocéphalie. C'est en 1994 que le gène responsable de la chondroplasie a été découvert. Il s'agit du gène FGFR3, que ça vient, que vous le voyez, c'est exactement ça. Ça vient de Fibroblast Growth Factor Receptor 3, situé sur le chromosome 4 et codant pour un récepteur impliqué dans la régulation de la croissance osseuse. Donc vous voyez, c'est un récepteur.
Ce gène est exprimé dans les chondrocytes de la plaque de croissance des os en développement. Lorsqu'il est activé par les facteurs de croissance fibroblastiques, les FGF, qui vont s'attacher au récepteur, ce récepteur ralentit la prolifération et la différenciation des chondrocytes pour réguler la croissance osseuse. Différentes mutations dans ce gène ont été identifiées, entraînant une suractivation du récepteur, même en l'absence du ligand, donc les FGF. Donc, ces mutations amplifient l'effet inhibiteur sur la prolifération et la différenciation des chondrocytes et conduit à que la plaque de croissance se ferme prématurément, limitant donc l'allongement des os longues et donc conduisant au phénotype dont on vient de parler. À l'inverse, les maladies autosomiques récessives nécessitent 2 copies de l'allèle muté pour s'exprimer. Donc, les hétérozygotes sont souvent porteurs de la mutation mais asymptomatiques, tandis que les homozygotes développent la maladie. On l'a vu rapidement dans le premier cours. La drépanocytose en est un exemple clair. Elle est causée par une mutation dans le gène HBB qui code pour l'hémoglobine. Et cette mutation que vous voyez ici, le T va passer à A, s'appelle la mutation S et va affecter la structure de l'hémoglobine, entraînant la formation des globules rouges en forme de fossiles, comme vous voyez ici. Donc, ces cellules rigides obstruent les vaisseaux sanguins, provoquant des crises vaso-occlusives et une anémie sévère. Toutefois, ce qu'on appelle l'anémie falciforme, que chez les enfants, c'est extrêmement sévère. Toutefois, la mutation causale, donc cette mutation S, n'est pas rare dans la population, car à l'état hétérozygote, elle protège presque 10 fois plus contre le paludisme. C'est pour cette raison que cette mutation est présente à des fréquences très importantes, qui peut arriver jusqu'à 20%, dans tout ce que c'est l'Afrique centrale et en général dans d'autres régions où le paludisme à Plasmodium falciparum est endémique. Donc c'est un des rares cas d'une mutation très délétère à la base d'une maladie grave récessive, mais qui, la mutation est présente dans la population parce que d'ailleurs, elle confère un avantage pour une maladie infectieuse très sévère, comme le paludisme. Je vous rappelle que c'est une des 3 grandes maladies qui tuent encore plus d'humains dans le monde. Paludisme, HIV et tuberculose. Donc, certaines maladies qu'on a vues sont aussi liées au chromosome sexuel, X ou Y, mais surtout le chromosome X. Lors du premier cours, nous avons vu le cas emblématique de l'hémophilie et les familles royales d'Europe, maladie due à des mutations liées au chromosome X. Les femmes sont porteuses du dit gène de l'hémophilie, mais asymptomatiques, mais les hommes héritent de la mutation et développent la maladie. Aujourd'hui, on va voir un autre exemple très emblématique aussi, que c'est la dystrophie musculaire de Duchenne, elle aussi liée au chromosome X. Il s'agit d'une maladie neuromusculaire caractérisée par une atrophie et une faiblesse musculaire progressive due à une dégénérescence des muscles squelettiques, lisses et cardiaques. Cette maladie touche environ un enfant sur 3500 dans le monde et elle est causée par des mutations dans le gène de la dystrophine que s'appelle DMD. D'ailleurs, le gène de la dystrophine est le gène le plus long du génome humain. Il n'y a pas de gène plus long. Il a 79 exons et si je me rappelle bien, il fait plus de 2 mégabases. Oui, je me rappelle bien parce que c'est écrit ici. Donc, des mutations dans ce gène abolissent la production de la dystrophine dans les muscles, ce qui entraîne une perte progressive du tissu musculaire et de la fonction, ainsi qu'une cardiomyopathie. La plupart des mutations associées à la maladie de Duchenne impliquent des délétions dans des morceaux de l'ADN qui sont disparus ou des mutations non-sens, provoquant une troncation
prématurée de la traduction de la protéine, ce qui conduit à une dystrophine non fonctionnelle et instable. Comme vous pouvez voir ici, ça serait, une fois on a fait l'épissage dont on a parlé déjà, c'est-à-dire qu'on enlève les exons, les entrons, ça serait la forme, on va dire, naturelle de la dystrophine, et ça c'est une forme de dystrophine associée à la maladie de Duchenne, comme vous pouvez voir, plus courte. Un autre exemple de maladie liée au chromosome X, c'est le daltonisme, un trouble qui empêche certaines personnes de distinguer correctement certaines couleurs, notamment le rouge et le vert. Alors, je pose des questions rarement dans ces cours, mais je vais poser cette question aux élèves. Est-ce que vous voyez ici le chiffre, tous? Ah, c'est intéressant. Donc, vous ne voyez pas. Donc, pour vous, c'est intéressant ça, hein? Ça. C'est-à-dire, vous voyez, mais quelle couleur vous voyez? Rouge? Jaune-orange. OK, donc vous avez ici un cas de quelqu'un, comme beaucoup, qui est daltoniste, comment on dit daltonien? Daltonien rouge-vert, que c'est la forme la plus fréquente du daltonisme. Donc, le daltonisme est principalement causé par des mutations dans des gènes liées à la perception des couleurs, situées sur le chromosome X. Ces gènes codent pour des protéines photoréceptrices dans la rétine, responsables de la détection des différentes longueurs d'onde de lumière, ce qu'on appelle couramment les couleurs. Le daltonisme rouge-vert, dont vous avez un exemple ici, est la forme la plus courante. D'ailleurs, c'est écrit 74, comme ça vous le savez. Il y a les 74 en vert et le reste est en rouge. Et la forme la plus courante, elle est causée par des mutations dans ces deux gènes, OPN1-LW et OPN1-MW. Il affecte principalement les hommes, 1 sur 12, et car ils portent un seul chromosome X. Les femmes sont beaucoup moins affectées, 1 sur 200, et sont souvent porteuses asymptomatiques et présentent une forme plus légère car elles possèdent 2 chromosomes X. Donc, mis à part notre collègue ici, beaucoup d'entre nous, en tout cas les hommes, ici il doit en avoir plus, si on suit les statistiques, sont daltoniens. Mais mis à part les maladies transmises par les autosomes ou les chromosomes sexuels, il existe aussi des maladies à transmission mitochondriale. Il s'agit des mutations qui ne sont pas dans le génome nucléaire, ce qu'on appelle notre génome, qui est dans les 23 paires de chromosomes, et on l'a vu à maintes reprises dans notre noyau, mais des mutations qui sont dans le génome mitochondrial, qui est localisé dans les mitochondries, qui sont dans le cytoplasme et sont les productrices d'énergie nécessaires pour la cellule. Ces maladies affectent les deux sexes, mais sont transmises uniquement par la mère, qui transmet les mitochondries aux enfants. Toutes les mitochondries qu'on a nous ici viennent que de notre mère, que de notre grand-mère maternelle, et ainsi de suite. Un exemple de maladie mitochondriale est la neuropathie optique héréditaire de Leber. Cette maladie génétique rare affecte principalement les cellules nerveuses responsables de la vision, entraînant une perte de la vision centrale, généralement au début de l'âge adulte. Cette neuropathie est causée par des mutations dans l'ADN mitochondrial. Donc, je vous rappelle, un petit ADN ronde, circulaire, qui ne fait que 16 000 paires de bases. Et plus précisément, cette maladie est causée principalement par ces 3 mutations en rouge qui sont localisées dans des gènes qui codent pour des protéines impliquées dans la chaîne respiratoire. Plus de 90% des mutations observées responsables de cette neuropathie sont localisées dans les gènes ND1, ND4 et ND6. Donc la pénétrance de la maladie
vous savez déjà ce que c'est la pénétrance maintenant, est incomplète. Ça veut dire pas tout le monde qui a la mutation pathogénique va développer la maladie, dépendant principalement du sexe et de l'âge. Mais l'étude de maladies mendéliennes a joué un rôle central dans la compréhension des fonctions des gènes. Parce qu'en analysant l'impact des mutations sur les phénotypes finaux, on peut comprendre la fonction de ces 20 000 gènes que nous portons dans nos génomes, dont beaucoup d'entre eux, on ne savait pas à quoi servaient. Et elle a permis aussi d'élucider les mécanismes biologiques sous-jacents à certaines pathologies. Elle a contribué, comme on le verra aussi aujourd'hui, au développement des tests génétiques pour le diagnostic et le conseil génétique, ainsi que la mise au point des stratégies thérapeutiques. Ce que c'est intéressant, c'est que lorsqu'on évoque les maladies mendéliennes, on parle très souvent de maladies rares. Vous allez entendre beaucoup les maladies rares. Donc, les maladies rares sont généralement définies comme celles affectant moins d'une personne sur 2000. Toutefois, les phénotypes mendéliens cliniquement reconnus concernent environ 0,4% des naissances vivantes. Et si l'on inclut toutes les anomalies congénitales, environ 8% des naissances vivantes présentent un trouble génétique identifiable avant l'âge adulte. Donc cela représente environ 8 millions d'enfants nés chaque année dans le monde avec une affection génétique grave. Donc au total, les maladies dites rares touchent environ 400 millions de personnes dans le monde et on sait aujourd'hui qu'environ 80% de ces maladies, elles ont une cause génétique. En France, les maladies rares représentent également un enjeu majeur de santé publique, car à ce jour, elles atteignent plus de 3 millions de personnes, soit, malgré qu'on appelle des maladies rares, mais sont rares chacune, mais si vous les mettez tous ensemble, représentent 4,5% de la population française. Elles concernent, dans la moitié des cas, des enfants de moins de 5 ans et sont responsables de 10% des décès entre 1 an et 5 ans. On emploie le terme de maladie orpheline, que vous avez entendu parler, pour désigner une maladie rare qui ne bénéficie pas d'un traitement efficace. Donc, la base de données la plus emblématique recensant les relations entre gènes et maladies génétiques est la Online Mendelian Inheritance in Man, on va l'appeler OMIM, qui a été créée à partir des travaux, a été initiée en tout cas par les travaux du généticien Victor McKusick. Et cette base de données, publique et accessible à tout le monde, fournit des descriptions détaillées des phénotypes dans des différentes maladies, ainsi que des informations sur les mutations responsables. Bien que le nombre total des maladies rares reste à déterminer, OMIM aujourd'hui, donc ça c'est je l'ai fait le 7 mars, quand je préparais le cours, il répertorie plus de 7500 maladies génétiques et presque 5000 gènes responsables de ces maladies. Et donc pour la plupart, environ 6500, il s'agit de maladies monogéniques avec 4500 gènes mis en cause. Alors la question, c'est comment on découvre les gènes, donc le gène impliqué dans une maladie monogénique. Les méthodologies d'identification des gènes responsables de ces maladies ont évidemment considérablement évolué au fil du temps, passant des approches génétiques classiques antérieures à le fameux séquençage du génome humain, que nous a permis de découvrir où ils étaient les gènes, leurs séquences, ce que nous permettait de les amplifier par PCR, chercher des mutations. On ne le savait pas faire, ça, avant 2003. 2003 étant hier, d'un point de vue de la recherche. Et donc, on utilisait d'autres méthodes. Dans les années 80-90,
la cartographie des gènes impliqués dans les maladies reposait principalement sur l'analyse de liaisons au sein des grandes familles affectées, suivie de ce qu'on appelait le clonage positionnel. L'analyse de liaison est une méthode classique qui a été largement utilisée pour identifier les gènes associés aux troubles, aux conditions, aux maladies, aux traits mendéliennes. Le principe central repose sur le concept de liaison génétique, ce qui fait référence à la tendance des gènes situés proches les uns des autres, sur le même chromosome ou très proches, à être hérités ensemble. Cela s'explique par le fait que les gènes situés à proximité ont moins de chances, comme on a vu d'ailleurs la semaine dernière, d'être séparés lors de la recombinaison, pendant la méiose. Donc, l'analyse de liaison commence par la collecte des échantillons d'ADN au sein d'une famille où plusieurs membres sont atteints d'une même maladie. Prenons cet exemple ici. Donc, on n'avait pas l'ADN, le séquençage du génome à l'époque. Donc, l'objectif, on travaillait avec ce qu'on appelait des marqueurs, donc des SNP, comme on a vu, des changements de nucléotides, ou des microsatellites. Et si un ou plusieurs marqueurs sont fréquemment transmis avec le trait ou la maladie étudiée, comme ici le groupe 3, 4, 5 en rouge, vous voyez qu'ils s'égrègent, comme on dit, toujours avec des individus atteints par la maladie. Autrement dit, l'idée est de déterminer quelles régions du génome sont les plus partagées entre les membres affectés de la famille par rapport à ceux qui seraient attendus par hasard. Donc, en étudiant des familles plus grandes que celles que je vous présente ici, les chercheurs peuvent réduire la taille de la région chromosomique contenant le gène responsable de la maladie qu'après on va découvrir. À noter que grâce à ce dernier individu ici, on a réduit la région de 3, 4, 5 juste entre 3 et 4, ce qui veut dire que le gène potentiellement responsable de cette maladie quelconque doit être localisé entre le marqueur 3 et le marqueur 4. Le problème, c'est que cette approche nous permettait donc d'identifier une région du génome associée à la maladie. Mais celle-ci pouvait s'étendre, ça paraît simple, entre 3 et 4 doit être localisé le gène. Mais parfois, cette région faisait des mégabases, ça veut dire des millions de nucléotides, et pouvait contenir des dizaines de gènes. Donc, une fois la région chromosomique a été identifiée par l'analyse de liaison, l'étape suivante consiste à isoler le gène responsable de la maladie. Avant l'arrivée de la séquence de référence du génome humain, le clonage positionnel était une méthode qui permettait d'identifier et d'isoler un gène en se basant uniquement sur sa localisation physique sur le chromosome, d'où son nom de clonage positionnel. Sans rentrer dans les détails, cette technique impliquait le séquençage de l'ADN de la région génomique ciblée afin d'identifier les gènes qu'elle contenait. Donc on disait, on a cloné un gène à l'époque, parce qu'on avait des banques d'ADN clonés et on séquençait tous ceux qui correspondaient à la région entre 3 et 4, et imaginons que là, il y avait 10 gènes. Donc, une fois les gènes candidats identifiés, une cartographie fine était souvent réalisée en utilisant des marqueurs génétiques supplémentaires, en étudiant un plus grand nombre de familles ou en menant des études populationnelles. Les gènes candidats étaient ensuite séquencés chez les individus affectés afin de rechercher les mutations. Donc, pour les troubles mendéliens, où c'est plus simple, les mutations les plus susceptibles de causer la maladie sont celles entraînant une perte de fonction. Par exemple, une mutation qui va introduire un codon stop. Je vous rappelle que ce sont celles qui font que la protéine va s'arrêter. Donc on a une protéine plus courte, une délétion par exemple.
Tout ce processus peut avancer très rapidement si un gène d'intérêt biologique évident est identifié dans l'intervalle chromosomique et si les mutations sont facilement détectables. Toutefois, il peut être extrêmement long si l'intervalle qu'il y a entre les marqueurs est grand ou si le gène responsable de maladie est de petite taille ou faiblement exprimé, ou encore si le nombre d'individus affectés disponibles pour le criblage des mutations est limité. Un exemple classique, encore une fois, d'une maladie dont la base génétique a été découverte grâce à l'analyse de liaison et au clonage positionnel est la mucoviscidose. Comme nous l'avons vu, cette maladie se transmet selon un mode autosomique récessif. Bien qu'elle soit considérée comme une maladie rare, elle touche environ un individu sur 2500-3500 en Europe, avec une prévalence qui varie considérablement entre populations. La mucoviscidose touche principalement les poumons et le système digestif et entraîne la production d'un mucus épais et visqueux qui peut provoquer des graves problèmes respiratoires et digestifs. Au début des années 80, les chercheurs ont commencé à utiliser l'analyse de liaison pour localiser le gène responsable ou les gènes de la mucoviscidose. Et en 1985, déjà, une équipe de chercheurs a appliqué cette méthode et a ciblé comme région le bras long du chromosome 7, désigné comme un emplacement potentiel à l'époque du gène. Mais la véritable percée est survenue en 1989 où le journal très réputé Science, dans le même volume, a publié 3 articles en parallèle qui identifiaient le gène responsable de la mucoviscidose. Ce gène, nommé CFTR, ça vient de Cystic Fibrosis, la fibrose kystique, c'est l'autre nom de la mucoviscidose, Transmembrane Conductance Regulator, peu importe, code pour une protéine jouant le rôle de canal pour les ions chlorure à travers les membranes cellulaires. Donc, chez les individus atteints, les mutations du gène CFTR altèrent la fonction de ce canal, empêchant les ions chlorure de traverser correctement la membrane cellulaire. Cela entraîne l'accumulation du mucus épais responsable de symptômes dont on a parlé déjà. Donc, la découverte de ce gène a été révolutionnaire, mais ce n'est qu'avec l'identification des mutations spécifiques dans le gène qu'il a été possible d'en mesurer pleinement l'impact, notamment en vue du développement de traitements que nous verrons tout à l'heure. C'est-à-dire, on verra comment, dépendant de la mutation que vous avez dans le gène, vous serez éligible pour suivre un traitement différent de la mucoviscidose. Comme nous l'avons vu rapidement aussi, la mutation la plus courante associée à la maladie est une délétion de 3 nucléotides en position 508, donc cette mutation étant connue sous le nom de delta F 508. Cette mutation a une fréquence d'environ 1 sur 25 dans la population européenne, ce qui signifie qu'environ 4% des individus sont porteurs hétérozygotes de cette mutation. Cette fréquence élevée explique pourquoi la mucoviscidose est l'une des maladies autosomiques récessives les plus fréquentes dans l'Europe, ou en tout cas dans les populations d'origine européenne. Bien que l'utilisation de l'analyse de liaison et le clonage positionnel pour identifier les bases génétiques des maladies mendéliennes a été un processus laborieux, environ 1000 des 7000 maladies monogéniques estimées avaient été déjà caractérisées dans les années 2000, c'est-à-dire avant l'arrivée du séquençage à haut débit. Parce que c'était quand même beaucoup déjà. Mais la publication, on l'a vu la semaine dernière, de la séquence du génome humain dans les années 2000 et l'arrivée des nouvelles technologies de séquençage de l'ADN à haut débit ont levé de nombreux obstacles à la cartographie des gènes impliqués
dans les maladies monogéniques. En particulier, l'introduction des technologies de séquençage à haut débit en 2005 a joué un rôle clé. De plus, la disponibilité croissante de bases de données, on le verra, répertoriant la variation génétique des populations à travers divers groupes ethniques, a permis de renforcer les inférences causales. La première approche, marquant un tournant majeur dans la découverte des causes génétiques des maladies mendéliennes, a été le séquençage des exomes, qui a débuté en 2010. Je vous rappelle que le séquençage de l'exome cible uniquement les régions codantes du génome, c'est-à-dire les exons. On l'a vu la semaine dernière. Je vous rappelle que les exons ne représentent que 1,5% du génome, que sont la partie du génome qui va se traduire en protéines, et tous ensemble, ils font environ 30 mégabases et comprennent environ 190 000 exons répartis sur le près de 20 000 gènes qu'il y a. Ce type de séquençage inclut également une petite portion des régions flanquantes, les exons, qui pourraient être impliquées dans la régulation de l'expression génique. Donc, comment fonctionne ce qu'on appelle l'exome, c'est-à-dire le séquençage des exons? Donc, le séquençage de l'exome commence par l'extraction de l'ADN des individus malades que vous voulez séquencer. Cet ADN extrait, par définition, contient l'ensemble du génome, incluant à la fois les régions codantes, les exons, mais aussi les régions non codantes, donc le 98% du génome qui reste. Comme l'objectif ici, c'est uniquement de séquencer les exons, il faut une étape d'enrichissement, et cette étape utilise des sondes d'ADN spécifiquement conçues pour se lier aux exons, ici en rouge. Donc vous allez mettre ces sondes, et ces sondes en rouge vont s'attacher aux exons. Après, vous nettoyez tout ce qui n'est pas attaché à la sonde en rouge. Donc vous enlevez tout ce qui n'est pas des exons, et vous restez avec cet ADN qui est capturé par les sondes, que vous allez l'enrichir, le multiplier par PCR, c'est simplement pour avoir plus de régions exoniques, et vous allez le séquencer ensuite. L'ADN, donc, est séquencé après à haut débit, générant de petites séquences qu'on appelle des reads, qu'en anglais ça veut dire des lectures. Donc, ces données sont ensuite alignées sur un génome de référence, donc ce qu'on a vu la semaine dernière, pour identifier dans quelle mesure les exons de votre patient diffèrent de la séquence de référence et ainsi identifier des potentielles mutations responsables de la maladie. Une fois ces mutations sont identifiées, il est essentiel de vérifier que ne sont pas juste des polymorphismes présents dans telle ou telle population. Donc, il faut que ces mutations que vous avez identifiées ne soient pas présentes dans les bases de données de la population générale. Donc, encore une fois, ces bases de données sont cruciales pour exclure les mutations que ne sont que des polymorphismes fréquents dans la population et donc, pour la plupart, qui n'ont aucun effet sur la maladie. Donc, vous allez vous demander, mais pourquoi on séquence l'exome et pas le génome entier, quand on aura accès à beaucoup plus d'informations? Donc, au-delà des considérations financières, qui étaient très déterminantes à l'époque, quand on a commencé à faire les exons, donc en 2005 environ, repose sur une stratégie efficace pour identifier les allèles responsables des maladies monogéniques. Pourquoi? Les études du clonage positionnel qui ciblaient toujours les régions codantes avaient déjà montré un grand succès pour identifier les bases génétiques des maladies monogéniques. Et de plus, une proportion importante de variants rares, non synonymes, dans le génome humain est prédite comme étant délétère, contrairement aux variants situés dans les régions
non codantes qui, dans l'ensemble, ont tendance à avoir des effets moins marqués sur les phénotypes. Donc, les premières études ayant utilisé le séquençage de l'exome pour identifier les causes génétiques d'une maladie remontent à 2009. Donc, vous voyez, c'est relativement récent. La première étude a constitué une preuve de concept. Ça veut dire quoi? L'objectif était avant tout de démontrer que la technique fonctionnait et qu'il n'était pas nécessaire d'étudier des familles, souvent difficiles à identifier pour des raisons pratiques, pour retrouver la cause génétique d'une maladie. Donc pour cela, les chercheurs ont séquencé les exomes de 8 individus du projet AppMap, on l'a vu la semaine dernière, donc projet, population générale de différentes origines, pas malades, ainsi que les exomes de 4 individus, juste 4, non apparentés, atteints du syndrome de Freeman-Sheldon. Cette maladie rare se caractérise par une malformation associée à une bouche anormalement petite, un aspect facial dit siffleur, des plis nasogéniens très marqués, ainsi que dans la majorité des cas, des anomalies musculo-squelettiques, telles que des contractures articulaires au niveau des mains et des pieds. En raison de ces malformations, des problèmes respiratoires peuvent survenir, augmentant aussi le risque de complications pulmonaires. Il est important de noter, c'est très important de noter, que les bases génétiques de ce syndrome étaient déjà connues. C'est pour ça que je vous ai parlé que c'était une étude preuve de concept. On va voir si juste avec 4 patients, on peut redécouvrir ce qu'on sait déjà. Il s'agit d'une maladie à transmission autosomique dominante causée par des mutations dans le gène MYH3 qui code pour la chaîne lourde 3 de la myosine embryonnaire, une protéine essentielle au développement musculaire fœtal. Donc, le défi majeur des données issues de l'exome réside dans le grand nombre de mutations privées qui seront identifiées. Ça veut dire quoi? On fait l'exome et après, on va trouver plein de mutations qui sont spécifiques de chaque individu, de chaque famille, mais qui n'ont rien à voir avec la maladie. Donc, une immense voie de recherche pendant une bonne décennie qui continue encore a consisté à, une fois que vous avez les données de l'exome ou du génome, quand on verra après, savoir filtrer, donc se débarrasser de toutes les mutations qui ne vous servent à rien pour identifier une mutation causale d'une maladie. Donc, c'est à cet stade qu'une bonne stratégie de filtrage de mutations devient essentielle pour réduire le nombre de mutations potentiellement responsables de la maladie. Donc, pour quantifier ce bruit de fond, une première analyse a été réalisée afin de déterminer combien de gènes présentaient au moins dans les patients une mutation non synonyme, c'est-à-dire qui change la séquence de la protéine, des acceptations de l'épissage et des petites insertions et des lésions. Chez un ou plusieurs patients atteints, il a été observé que l'exigence selon laquelle un gène devait contenir des variants chez plusieurs individus affectés s'avérait insuffisant, car plus de 2000 gènes dans un individu, 2 individus, 3 individus, 4 individus, plus de 2000 gènes demeuraient après l'interception des exomes des 4 patients atteints du syndrome de Freeman-Sheldon. Donc ensuite, ils ont appliqué, c'est des filtres que, à beaucoup de chercheurs qu'il peut y avoir dans la salle, peut nous paraître évident aujourd'hui, mais ne l'était absolument pas avant. Donc les prochains filtres ont été appliqués pour éliminer des variants que sont déjà au sein de ces variants ici. Quelles sont celles qui sont présentes dans les bases de données publiques des individus de la population générale, non malades. Donc ça a été appliqué,
une base de données DBSNP, peu importe, et après chez les 8 individus dont ils avaient aussi séquencé leur exome. Et vous voyez déjà qu'on réduit considérablement le nombre de mutations. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils se disent, on veut que la mutation dans ces individus atteints de la maladie soit ou non synonyme, ou des insertions de lésions, etc., et qui ne soit présent ni dans la base de données DBSNP, ni dans les 8 exomes des individus du projet AppMap qu'on a séquencés. Et qu'est-ce qu'il se trouve? Que quand ils font tous l'intersection des 4 patients, ils arrivent qu'à un seul gène. Et oups, par hasard, c'est le bon gène. Donc ça, c'était une preuve de concept que les filtres fonctionnaient. Ce gène, MYH3, était le seul gène remplissant les critères suivants. Au moins une mutation, pas nécessairement la même, non synonyme, altérant l'épissage ou insertion de lésion. Et 2, ces mutations ne doivent pas être répertoriées dans les bases de données, ni présentes dans les témoins. Enfin, la prise en compte du caractère délétère, parce que quand vous avez une mutation, même à la fin, ou un gène, il y a des algorithmes qui vous permettent de prédire si les mutations qui vous restent auront un impact sur la protéine ou pas. Donc, c'est la dernière filtre, donc prédite pour être délétère. Ça n'a pas changé grand-chose parce que le filtre ici avait déjà identifié le gène. Donc l'analyse suggère, cette première étude a suggéré que le séquençage de l'exome d'un petit nombre d'individus non apparentés partageant une même maladie monogénique peut constituer une approche efficace à l'échelle du génome pour identifier le gène causal. Mais une fois la preuve de concept établie, la prochaine étape consistait à déterminer si le séquençage d'exomes pouvait être utilisé pour découvrir des nouvelles causes génétiques, des maladies génétiques, des choses qu'on ne savait pas. C'est à cette question que la même équipe s'est attaquée l'année suivante, en 2010, en se penchant sur le syndrome de Miller, dont les bases génétiques étaient inconnues. Ce syndrome est une maladie extrêmement rare, affectant moins d'une personne sur 1 million de nouveau-nés. Les caractéristiques cliniques comprennent une micronatie sévère, une fente labiale et eupalatine, une hypoplasie ou aplasie des éléments postérieurs des membres, un colobome des paupières et des mamelons surnuméraires. D'après les informations disponibles à l'époque, la maladie semblait, d'après les informations des familles, semblait être transmise de manière autosomique récessive. Donc, les chercheurs ont ainsi séquencé l'exome de 4 individus atteints, provenant de 3 familles indépendantes. Afin de distinguer les mutations potentiellement causales des autres variants, ils se sont concentrés, comme dans l'étude précédente, donc, ils ont procédé au même filtrage. D'abord, sur les variants non synonymes, les altérations d'épissage ainsi que les ondelles. Et comme le mode de transmission, même s'il était suspecté d'être récessif, n'était pas clair, ils ont à chaque fois testé dominant ou récessif, c'est-à-dire ils ont cherché est-ce que l'individu a présent telle mutation en une seule copie ou en 2 copies, en parallèle. Donc, les 2 membres de la fratrie 1, A et B, étaient porteurs d'au moins un variant de type non synonyme, épissage, ondelle, dans environ 4500 gènes à l'état hétérozygote et à l'état homozygote, donc récessive, environ 2000 gènes. Donc, étant donné que les 2 frères partagent vraisemblablement le variant causal du syndrome de Miller, les chercheurs se sont ensuite concentrés sur les gènes portant des mutations partagées entre eux.
Ce faisant, ils ont déjà éliminé, comme vous pouvez voir ici, pas mal de gènes. Parce que ça, c'est l'individu 1, individu 2 de la même fratrie. Et ça, il faut qu'ils soient dans les deux en même temps. C'est évident, ils sont de la même famille. Et après, on applique les filtres pas présents dans la base de données d'IBISMIP et pas présents dans les individus témoins de HapMap. Et on arrive à 228 gènes qui portent des mutations, comme on vient de dire, suivant le mode de transmission dominant, et que 9 suivant le mode récessif. Bon, j'ai un problème ici. Bon, j'ai un problème. Oh! Ah! Non. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. OK. Hyper important. Ils ont ensuite comparé les résultats des deux premiers individus au troisième et quatrième individu. Et ils ont identifié un seul gène muté, DHODH, dans le modèle récessif, comme vous pouvez voir ici, qui était le mode de transmission privilégié pour cette maladie. Ensuite, ils ont voulu confirmer ce qu'ils suspectaient, c'est-à-dire l'implication des mutations dans ce gène dans d'autres cas qui présentaient le syndrome de Miller, et ils ont séquencé le gène entier et ils ont identifié 10 mutations différentes dans 6 patients atteints du syndrome de Miller. Dans le cas pour lequel ils disposaient des échantillons des parents, ces mutations étaient présentes en une seule copie chez les parents et étaient absentes dans les groupes témoins non malades. Et la plupart de ces mutations étaient de type non synonyme, c'est-à-dire qui changent la séquence de la protéine. Donc, cette étude démontre que le séquençage des exomes d'individus affectés issus de quelques familles juste non apparentées, accompagné d'un filtrage approprié, permet d'identifier un unique gène candidat pour une maladie monogénique dont la cause était jusqu'alors inconnue. Mais il faut dire que plusieurs éléments ont contribué à la réussite de cette étude. Le syndrome de Miller étant une maladie extrêmement rare, transmise selon un mode autosomique récessif, les variants causaux étaient peu susceptibles d'être présents dans les bases de données publiques ou dans les exomes témoins. Depuis ces premières études, le séquençage de l'exome s'est imposé comme un outil de choix car il cible spécifiquement les exons, où se trouve la majorité des mutations causales identifiées à ce jour dans les maladies monogéniques. Cependant, cette approche présente aussi des limites. Elle ignore la plupart des variants que sont localisés hors des exons, dans les régions régulatrices, dans les enhancers, les amplificateurs qu'on a vus la semaine dernière, dans les régions à variabilité structurelle. Et parfois, l'exome aussi souffre d'une couverture inégale des exons. Et pourquoi s'intéresser aux régions régulatrices? N'oubliez le cas emblématique qu'on a vu dans d'autres années que certains traits mendéliens, comme la capacité de digérer le lactose à l'âge adulte, la mutation se trouve pas dans le gène de la lactase, mais il se trouve loin du gène de la lactase, à plus de 14 kilobases du gène de la lactase, que c'est ici, il se trouve par ici, dans cette région régulatrice. Donc, différentes mutations en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, permettent à certains individus de ces populations de digérer le lait à l'âge adulte. Mais ces mutations sont localisées dans la région régulatrice, ce qui souligne l'importance des régions non codantes dans la génétique aussi des maladies mendéliennes.
Et c'est là que le séquençage complet du génome offre une vision plus exhaustive et non biaisée que celle du séquençage de l'exome. L'exome, comme nous l'avons vu, se concentre presque exclusivement dans le séquençage des exons, comme son nom l'indique. En revanche, la séquence du génome entier, en plus des mutations exoniques, il va permettre d'identifier des variants dans les introns, les régions promotrices et les éléments régulateurs qui peuvent influencer l'expression des gènes responsables des maladies monogéniques. Toutefois, cette richesse d'informations qu'on aura quand on séquence tous les génomes dans les 3 milliards de bases a un coût, tant au niveau de l'analyse de ces données, qui sera beaucoup plus laborieux, et beaucoup plus de filtrage après, pour réduire toutes les mutations qui sont du bruit de fond, que du stockage des données, que ça a un coût, stocker quelque part toutes ces données. Donc, en résumé, le séquençage complet du génome permet de découvrir un nombre considérablement plus grand, plus élevé de mutations, mais cela engendre un bruit de fond plus important à filtrer. Malgré cela, le séquençage du génome entier a eu quelques succès dans l'identification des causes génétiques des maladies monogéniques. Voyons un exemple qui concerne la diarrhée intraitable de l'enfant, un syndrome hétérogène qui peut être très grave si elle n'est pas traitée et qui suit un mode de transmission autosomale récessive. Dans ce cas, le séquençage des exomes n'avait pas permis de détecter aucune mutation chez les patients. Donc, les régions codantes des protéines n'ont rien donné pour expliquer la maladie. C'est pourquoi les auteurs de cette étude ont utilisé les génomes entiers de 8 patients issus des différentes familles pour détecter, tout d'abord par une analyse de liaison, s'il existait une région chromosomique qui semblait ségrégée avec la maladie. On l'a vu il y a quelques minutes, c'est-à-dire une région qui présente des caractéristiques ou des marqueurs qui vont toujours avec la maladie. Ils ont ici identifié une région d'environ 7 kilobases qui était absente chez les malades, c'est-à-dire une délétion de 7 kilobases, un morceau d'ADN qui est parti. Et en comparant cette région entre les différents patients, ils ont pu réduire la taille de la délétion à juste 1,5 kilobases, parce que c'est assez peu quand même, hein, et constater qu'elle était absente, cette délétion, chez les témoins. Donc on voit ici la région minimale responsable potentiellement de la maladie, car délétion présente chez les malades et absent chez les individus sains. Après, ils ont vu que cette région est localisée en dehors des régions codantes et contient une séquence de 400 paires de bases qui est extrêmement conservée chez tous les vertébrés. Parce que c'est déjà un signe de cette région doit être importante. Et de deux, ils ont vu aussi que cette région présente également des sites de liaison pour des facteurs de transcription. Autrement dit, cette région présente des caractéristiques moléculaires qui vont faire que les facteurs de transcription que font qu'après un gène va pouvoir s'exprimer s'attachent beaucoup dans cette région. Donc ensuite, ils ont déjà compris que cette région devait avoir un rôle de régulation. Ensuite, à l'aide d'un modèle de souris, ils ont montré que cette région présente une activité régulatrice dans l'estomac, le pancréas et le duodénum. Donc, déjà, ça commence à faire du sens. C'est dans le système digestif. De plus, ils ont constaté que les souris homozygotes pour la délétion, c'est-à-dire avec 2 copies de la délétion, étaient plus petites, présentaient un poids réduit et un taux de survie beaucoup plus faible
que les souris sans la délétion. Donc, l'ensemble de ces résultats indique que la délétion chez la souris perturbe la fonction intestinale, reproduisant ainsi le phénotype de diarrhée congénitale observé chez les patients humains. Donc, des analyses complémentaires ont permis d'identifier que la perte de cette région régulatrice, dans la délétion fameuse, affecte l'expression d'un gène clé pour la fonction intestinale, PRCC1, qui était jusqu'alors inconnu aussi bien dans le génome murin que dans le génome humain. Donc cette étude illustre parfaitement la démarche à suivre pour l'identification d'une cause génétique de maladie à partir des données limitées au début. Donc du patient à son génome, du génome à la mutation causale, et de cette mutation causale à travers des analyses fonctionnelles à les conséquences moléculaires grâce à des études fonctionnelles. Elle met également en lumière l'importance de prendre en compte les régions non codantes dans les études génétiques, car elles peuvent aussi avoir un impact sur des fonctions biologiques essentielles sur des maladies. En pratique, toutefois, le séquençage de l'exome reste l'approche privilégiée pour identifier les gènes responsables de maladies monogéniques. En particulier lorsque la maladie est fortement suspectée d'être causée par une mutation dans une région codante. C'est beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide et plus facile à identifier la mutation. En cas d'échec ou de suspicion d'implication d'éléments régulateurs ou de variations structurelles, le séquençage du génome devient l'alternative. Donc, avec la baisse du coût de séquençage et l'amélioration des outils d'analyse, le séquençage du génome pourrait progressivement s'imposer, mais pour l'instant, l'exome reste la méthode la plus efficace et accessible en clinique. Donc, l'adoption rapide du séquençage de l'exome a considérablement accéléré la découverte de nouveaux gènes impliqués dans les maladies rares. Comme vous pouvez le voir ici, à partir des années 2000, l'utilisation du séquençage à haut débit en bleu, et en particulier le séquençage de l'exome, n'a pas seulement remplacé les méthodes conventionnelles en rouge, mais aussi fortement augmenté le nombre, ça c'est le nombre de découvertes des gènes responsables de maladies. Donc, sur la figure à droite, ici en rouge, on observe que dès les années 2000, environ par ici, le nombre de gènes identifiés comme responsables de maladies a énormément augmenté, mais aussi celui des maladies nouvellement décrites, la ligne verte, comme vous voyez ici. Donc cette évolution a également entraîné un changement de paradigme, remplaçant petit à petit une définition des maladies basée sur leur caractérisation clinique, en orange, ici, par une approche fondée sur le génotype, c'est-à-dire la caractérisation d'une nouvelle maladie sur la base de la génétique. Désormais, c'est la cause génétique que définit la nature de ces nouvelles maladies rares. Et j'aimerais vraiment revenir sur ce dernier point, parce qu'historiquement, la définition de nouvelles maladies rares a été guidée par le phénotype. Autrement dit, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes, une famille, présentait un ensemble de symptômes reconnaissables, mais jusqu'à là non rapportés, la caractérisation clinique d'autres individus présentant des symptômes similaires permettait de définir ce qu'on appelait un phénotype clinique canonique, nouvellement décrit. Mais ensuite, la recherche se concentrait sur l'identification de la base génétique sous-jacente à ce nouveau phénotype. Mais en revanche, les nouvelles maladies rares peuvent désormais être définies
uniquement après la découverte de leur base génétique. Ainsi, le taux de définition des syndromes et la découverte des gènes sont désormais étroitement liés. Plus de 80% des nouveaux gènes découverts chaque année sont associés à des maladies nouvellement identifiées. Donc cette approche, fondée sur la génétique, sur le génotype, est particulièrement utile pour des maladies rares qui ne sont pas facilement reconnaissables d'un point de vue clinique. Dans ces cas, le diagnostic moléculaire des maladies rares revêt une importance capitale pour plusieurs raisons. Les enjeux sont considérables pour les patients et leurs familles. De nombreux patients atteints de maladies rares traversent une longue période d'examen non concluant, souvent qualifiée d'errance diagnostique. Cette errance désigne la période durant laquelle un diagnostic tarde à être posé ou l'absence d'un diagnostic pertinent. Elle constitue non seulement une source évidemment de souffrance pour le patient et son entourage, y compris l'entourage clinique, mais en cas d'erreur diagnostique, elle peut également entraîner une errance thérapeutique. En France, par exemple, l'errance diagnostique pour les maladies rares dépasse 4 ans pour une personne sur 4. Et hyper important, bien que ces maladies sont qualifiées de maladies rares, elles touchent au total, aujourd'hui, plus de 3 millions de Français. Parce que 80% de ces maladies rares sont d'origine génétique, identifier la cause génétique grâce au diagnostic moléculaire permet de mettre fin à cette incertitude en évitant des interventions inutiles et permettant une gestion clinique plus précoce et plus précise. Donc, comprendre la base génétique d'une maladie permet également de prédire son évolution à travers la comparaison avec d'autres patients d'une autre partie du monde qui présentent ou qui ont présenté la même anomalie génétique rare. Et c'est là que ça devient extrêmement important, les bases de données de comparaison, même pour les maladies rares, même pour la génétique des maladies rares. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, le diagnostic génétique permet également de réaliser les tests des porteurs pour les membres de la famille, facilitant ainsi une détection précoce chez les proches à risque et offrant au couple des options à suivre, telles que le diagnostic génétique prénatal ou voire préimplantatoire. Même si, dans la grande majorité des cas, ces maladies ne bénéficient d'aucun traitement curatif, il est déjà essentiel d'obtenir un diagnostic, pour les raisons évoquées précédemment. De plus, lorsque des médicaments ou des thérapies existent, celles-ci permettent de déterminer si le patient est éligible. Reprenons le cas de la mucoviscidose, où en fonction de la mutation dans le gène CFTR à l'origine de la maladie, certains patients peuvent bénéficier de traitements qui améliorent la qualité de vie et l'espérance de vie. En France, par exemple, en 2022, l'âge médian au décès a dépassé pour la première fois les 40 ans. Donc, plus de 2000 mutations du gène CFTR sont répertoriées et en France, environ 2,5 millions de personnes sont porteuses saines de l'une de ces mutations, ce qui donne en moyenne un cas de mucoviscidose pour 4500 naissances, soit environ 200 naissances par an. L'identification du gène CFTR et de ses mutations a ainsi permis d'apporter une explication moléculaire claire, favorisant les tests génétiques pour diagnostiquer la mucoviscidose et réaliser le dépistage des porteurs, tout en orientant les recherches vers le développement de traitements ciblant la fonction CFTR. Les mutations des gènes CFTR
sont classées en 6 grandes catégories, comme vous pouvez voir ici. La protéine CFTR, vous la voyez en vert. En fonction de leurs effets sur la production, le transport, le fonctionnement ou la stabilité de la protéine à la membrane des cellules épithéliales. Ces mutations entraînent une défaillance de plusieurs organes, en particulier, comme on a vu, le système digestif, reproducteur et pulmonaire. Mais selon les différents types de mutations, la dernière décennie a vu l'émergence de plusieurs stratégies visant à corriger le gène, le transcrit, la protéine ou encore à renforcer les voies alternatives de transport ionique à l'origine de la maladie, du mucus épais, etc. Par exemple, une classe de médicaments appelés CAFTR cible les anomalies fonctionnelles de la protéine CFTR. Cette thérapie protéique s'adresse aux mutations de classe 2 au 6 qui entraînent la production des protéines CFTR défectueuses ou instables. Ces molécules, appelées modulateurs, voyez ici, de classe 2, se divisent en 3 catégories, les potentiateurs, les correcteurs et les stabilisateurs. Et l'objectif de ces molécules est de restaurer au moins 10% de l'activité normale de la protéine, ce qui améliore considérablement la vie des malades. Prenons le cas, encore une fois, de la mutation la plus courante, delta F508, qui appartient d'ailleurs à la classe 2. Donc, dans ce cas, la protéine CFTR est bien synthétisée, mais elle est défectueuse en raison d'un défaut de repliement. Donc, une combinaison triple de modulateurs, le LX-CAFTR, le TESA-CAFTR et le IVA-CAFTR, connu cette combinaison sous le nom de CAFTRIA, a permis des améliorations spectaculaires. Depuis novembre 2023, cette association est autorisée en France. Comme on l'illustrait dans le graphique, ici à droite, l'utilisation combinée de ces 3 molécules aux États-Unis a permis d'offrir un traitement à plus de 70% des patients éligibles en fonction de leur profil génétique. Donc cela constitue un exemple très clair de l'intérêt d'une compréhension de base génétique des maladies afin d'en atténuer les effets grâce à des traitements adaptés. Un autre exemple, c'est l'hypercholestérolémie. Je vais essayer de le lire. Hypercholestérolémie, familiale. Une maladie génétique qui entraîne une augmentation des taux sanguins de cholestérol, principalement celui de la lipoprotéine de basse densité, ce qu'on appelle l'LDL. Cela conduit au dépôt de plaques athéromateuses. Comme vous devez savoir, je ne suis pas médecin. Donc, la prononciation de ce... Toi, tu es médecin. Donc, lui, il va prononcer bien. Déjà, bon, j'ai un accent évidemment, mais déjà, lire tous ces mots en médecine me coûte. Donc, le dépôt de la lipoprotéine de basse densité crée des plaques athéromateuses dans les artères coronaires et l'aorte proximale des engrenages, augmentant aussi le risque des événements cardiovasculaires tels que l'angine de poitrine et l'infarctus. Donc, sa prévalence de la hypercholestérolémie, on va dire de la HF, on va l'appeler comme ça, de HF est d'environ un individu sur 500. Mais elle peut être relativement fréquente, c'est chez certaines populations fondatrices, comme les Québécois, 1 sur 80, chez les Libanais chrétiens, 1 sur 85, et encore parmi les Amish, 1 sur 10. Donc, la plupart des formes génétiques
de la HF sont transmis de manière autosomique dominante. Plusieurs gènes sont impliqués, notamment 3 qui codent pour des protéines jouant un rôle clé dans la synthèse et l'élimination du cholestérol. Donc, le gène LDLR, que c'est le récepteur aux LDL, il explique la majorité des formes monogéniques de la maladie. Ensuite, le gène ApoB, codant pour la lipoprotéine B, est associé à des formes plus modérées, et le gène PCSK9, dont les mutations entraînent les formes les plus sévères de la maladie. Les mutations entraînant une perte de fonction du gène LDR ou ApoB ou un gain de fonction de PCSK9 font passer l'individu d'un niveau bas, comme vous voyez ici, de la distribution de cholestérol de la population, à un niveau dépassant, comme vous voyez les flèches en rouge, à un niveau dépassant le seuil diagnostique de la maladie et des mutations dans ces 3 gènes et potentiellement des nouveaux gènes à découvrir sont responsables des formes monogéniques de la maladie. D'autres mutations affectant d'autres gènes, comme vous pouvez voir ici, ils ont un effet beaucoup plus faible, beaucoup plus subtil sur la maladie et vont expliquer les formes polygéniques de la maladie. Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui. On en parlera la semaine prochaine. Mais c'est juste pour vous montrer un exemple, comme l'autisme, comme la tuberculose, que parfois, on peut avoir pas simplement soit des maladies monogéniques, soit des maladies polygéniques. Certaines maladies peuvent se comporter de 2 façons. En tout cas, dans ces cas-là, les mutations dans ces 3 gènes expliquent des formes monogéniques. Donc, vous avez la mutation, vous avez la maladie. Donc, la découverte que certaines mutations du gène PCK9 sont responsables des formes très sévères et monogéniques de la maladie a conduit au développement de thérapies ciblées. Donc, la protéine PCSK9 régule le métabolisme du cholestérol en se liant, comme vous voyez ici, sur les récepteurs de l'LDL. Donc, le gène LDL, c'est un récepteur, et ça, c'est PCSK9. Alors, normalement, ce qui se passe, dans les bonnes conditions, c'est que le gène LDLR, dans le récepteur du cholestérol, va reconnaître le cholestérol, l'LDL, et il va l'intérioriser et le dégrader. Donc, tout va bien pour nous. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, cette autre molécule endogène que nous créons, le PCSK9, va se fixer sur le récepteur du cholestérol et donc va empêcher que les récepteurs du cholestérol reconnaissent notre cholestérol et puissent le dégrader. Or, l'idée, c'est empêchons que la molécule PCSK9 s'attache au récepteur du cholestérol. Et ça, on peut le faire avec différents types de thérapies. Par exemple, les anticorps monoclonaux qui vont capturer les molécules de PCSK9 et donc vont laisser libres les récepteurs du cholestérol qui vont pouvoir reconnaître notre cholestérol et le baisser. Donc, d'autres approches thérapeutiques ciblant aussi PCSK9 sont disponibles ou en cours de développement, mais cet exemple illustre déjà clairement comment la compréhension des gènes et des mutations responsables d'une maladie peut être déterminant pour la mise au point des traitements adaptés. Un autre cas, c'est la phénylcétonurie. Et là, on va voir comme le traitement est un traitement très contraignant, mais très simple. Donc, la phénylcétonurie, c'est une maladie autosomique récessive
causées par des mutations dans le gène PAH qui code pour l'enzyme responsable de la conversion de la phénylalanine en tyrosine, comme vous voyez ici. Mais quand on a des mutations dans le gène PAH, ça fait que l'enzyme ne peut pas transformer toute la phénylalanine en tyrosine, et donc il y a une accumulation de phénylalanine, ce qui va être associé avec une accumulation de celle-ci dans le sang et le cerveau, entraînant une neurotoxicité, un retard intellectuel et d'autres troubles neurologiques sévères si elle n'est pas prise en charge. Alors, ça c'est un exemple d'une maladie dont les causes génétiques ils ont été découvertes depuis 1983, donc très tôt. Ce qui a permis de très rapidement mettre en place un dépistage néonatal depuis plusieurs décennies, comme vous pouvez le voir ici, le nombre de patients diagnostiqués par an depuis les années 60. Donc, il y a plus de 500 mutations répertoriées à ce jour et entraînent une maladie plus ou moins grave. Donc, ces connaissances moléculaires n'ont pas permis de développer des traitements curatifs de la maladie, mais ont permis de la dépister vite et en amont mettre en place la seule chose qu'on connaît pour que les enfants qui deviendront adultes, ils ont une vie normale presque, que c'est un régime alimentaire strict, pauvre en phénylalanine et recommandé tout au long de la vie. Donc, cela implique de limiter les aliments riches en protéines, tels que, c'est vraiment quand même très strict, pas de viande, pas de poisson, pas des œufs, pas de produits laitiers, pas de noix, pas de légumineuses. Donc imaginez tout qui reste. Donc, bien que ce régime nécessite un suivi minutieux et très contraignant, il permet aux patients de mener une vie proche de la normale avec un pronostic globalement très favorable. Mais, dans un grand nombre de cas, des traitements ne sont pas disponibles. Et l'errance diagnostique, nous en avons parlé, demeure un problème majeur. C'est pourquoi il est essentiel de souligner l'importance des bases de données de comparaison qui permettent d'accélérer le diagnostic. Je l'ai évoqué avant. Ces outils sont cruciaux pour relier un cas clinique, imaginez, que vous avez détecté en France, que vous séquencez leur exome, mais vous ne savez pas très bien quoi faire. Alors, vous le soumettez à cette base de données et vous avez un autre cas clinique avec les mêmes symptômes au fin fond du Minnesota, par exemple, mais ça vous permet d'une façon beaucoup plus rapide, aller à la cause génétique du cas clinique. En effet, le défi majeur des maladies rares est que la majorité des patients n'ont pas de cause clairement identifiée après un séquençage de l'exome ou du génome. Donc, trouver ne serait qu'un seul cas supplémentaire avec un variant délétère dans le même gène et un phénotype similaire, bien entendu, pourrait fournir des preuves suffisantes pour identifier le gène responsable. Donc, les bases de données telles que Matchmaker Exchange jouent un rôle clé en reliant plusieurs registres cliniques et génomiques internationaux comme Decipher, GeneMatcher et Phenom Central. Lorsqu'un patient présente des symptômes évoquant une maladie rare, dont la cause génétique est inconnue, médecins et chercheurs peuvent soumettre ces données génétiques à ces plateformes. Donc, un autre aspect où les bases de données ont joué un rôle clé est dans l'interprétation des données de séquençage provenant de patients, qu'il s'agisse des exomes ou des génomes. ClinVar est une base de données qui répertorie les variants génétiques cliniquement associés à des maladies. Depuis 2013, année de son lancement, jusqu'à aujourd'hui, elle contient plus de 3 millions de variants pathogéniques
provenant de 2800 organisations à travers le monde. Donc ClinVar est couramment utilisé par les laboratoires de génétique clinique et de recherche, ainsi que par d'autres entités impliquées dans la classification des variants selon leur impact clinique. Donc vous pouvez voir ici déjà que, par exemple, si on met le nom PAH, le gène qu'on vient de voir impliqué dans la phénylcétinurie, on peut voir déjà les différents types de variations qu'il y a dans ce gène, dans 1300 SNP, 66 insertions, etc. Et on peut voir aussi, ici vous voyez le gène, son structure exon-intron, et les différents types de variants, ici classifiés en fonction de leur potentiel délétère ou clinique, allant des variants les plus pathogéniques, en rouge, aux variants potentiellement bénignes. Le miroir de cette base de données serait la base de données NOMAD, à gauche, qui répertorie des variants génétiques présents dans la population générale. Cette base de données est constituée de séquences d'exomes et génomes provenant du monde entier, à l'exception des cohortes recrutées pour des maladies pédiatriques, donc population générale. L'accès à ces données de la population générale est essentiel pour exclure de manière fiable, dans les études cliniques que vous faites sur une maladie, les variants que vous trouvez chez les patients, et après vous les trouvez aussi chez NOMAD. Donc, pas beaucoup de chances que cette mutation que vous avez trouvée chez votre patient soit vraiment responsable de la maladie, parce qu'elle est présente dans la base de données de la population générale. Aujourd'hui, NOMAD, dans sa dernière publication en 2024, recense plus de 700 000 exomes provenant de la population générale, pour la plupart des individus d'origine européenne, dont le fameux biais eurocentrique dont j'ai parlé la semaine dernière, et environ 70 000 génomes. L'autre base de données aussi, c'est TopMed. TopMed a été lancé en 2014. Il inclut plus de 180 000 génomes, mais qui sont reliés directement à des informations cliniques, chaque génome. Donc, principalement associés à des maladies reliées, respiratoires, cardiaques et métaboliques. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est le fameux biais d'origine, parce que 72% des individus sont d'origine européenne. Donc, au-delà du séquençage des exomes et des génomes, la plupart de ces études, une fois que vous avez trouvé une mutation qui est responsable, ou en tout cas associée à la maladie que vous étudiez, vous devez comprendre quel est l'impact de cette mutation fonctionnelle. Et cela, vous pouvez le faire à partir des modèles humains, par exemple, où vous prenez les cellules du patient et vous regardez sa fonction, ou vous transformez les cellules du patient en ce qu'on appelle des organoïdes, qui permettent de mimer différents organes pour étudier l'impact sur la physiologie de ces organes. Vous pouvez, comme on a vu dans le cas de la diarrhée intraitable de l'enfant, utiliser aussi des modèles animaux pour comprendre la mutation chez la souris, chez le poison zèbre ou chez d'autres modèles animaux. Ou vous avez tous entendu parler des modèles d'édition génomique comme CRISPR-Cas9, c'est-à-dire vous pouvez mettre dans une cellule exactement la mutation que vous avez trouvée par ailleurs chez les patients et voir comment la cellule va se comporter. Mais au-delà du séquençage, au-delà de tout ça, malgré tout ça, excusez-moi, moins de 50% des patients obtiennent un diagnostic avec les méthodes actuelles. Donc, des nouvelles méthodes émergent pour améliorer l'identification des variants génétiques responsables. Par exemple,
le séquençage à longue lecture. Ici, vous avez un gène, et normalement, que ce soit quand on séquence l'exome ou le génome, on fait un séquençage qui s'appelle à courte lecture, entre 50 et 300 paires de bases. Le séquençage à longue lecture, comme vous pouvez voir ici ou ici, permet d'une façon beaucoup plus précise couvrir les variants structuraux, les variants répétés du génome ou la composition des haplotypes. De même que cette autre technique, la cartographie optique du génome, qui offre une vision globale de la structure du génome, qui s'avère particulièrement informative pour identifier des réarrangements complexes. Or, un défi majeur pour l'utilisation de ces technologies de séquençage, c'est qu'on n'a pas beaucoup, en tout cas, voire très peu, des bases de référence de la population générale qui ont utilisé ces techniques. Donc, c'est encore difficile de comparer les patients en utilisant ces technologies-là. D'un point de vue fonctionnel, et j'en finirai là, il y a aussi des nouvelles technologies qui émergent pour mieux comprendre l'impact des mutations qu'on identifie chez les patients, l'impact fonctionnel. Une, ce n'est pas seulement l'analyse, le séquençage de l'ADN, mais c'est le séquençage de l'ARN. Car ça nous permet de voir si un variant génétique est associé, par exemple, à une expression aberrante du gène par rapport au contrôle, si le variant génétique est associé à un épissage différent, comme on a vu la semaine dernière, ou si le variant génétique est associé à qu'il n'y a que quelque part un brin de l'ADN qui est exprimé. Aussi, la méthylation de l'ADN, là on rentre dans l'épigénétique. Donc j'imagine que certains d'entre vous suivent les cours de Edith Heard, que c'est quand même un peu Madame épigénétique. Mais ici, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est voir si le variant génétique de votre patient en rouge est associé plutôt à un profil génétique qu'on trouve chez les contrôles témoins, ou si le variant génétique de votre malade est associé à un profil épigénétique proche d'autres malades, ce qui va vous indiquer si votre mutation est plutôt bénigne ou associée à la maladie. Et enfin, vous pouvez intégrer des technologies dites omiques, que ce soit la métabolomique, c'est-à-dire l'étude des métabolites, de tous les métabolites présents dans votre sang, par exemple, la lipidomique, voir tout votre profil de lipides, ou la protéomique, voir toutes les protéines que vous avez dans votre plasma, par exemple, et intégrer toutes ces données pour analyser les profils biologiques des patients et les comparer à ceux des individus sains. Ces approches facilitent l'identification des voies moléculaires impliquées et contribuent à mieux interpréter les variants génétiques dont l'impact fonctionnel reste inconnu. Donc, toutefois, encore un défi majeur persiste, l'absence de cohortes qui intègrent toutes ces informations dans la population générale de différentes origines ethniques, géographiques et des modes de vie. Mais ça vient petit à petit. Enfin, dans les années à venir, toutes ces avancées de ces technologies seront accélérées évidemment par l'intelligence artificielle, dont les algorithmes d'apprentissage automatique vont permettre d'exploiter ces grandes bases de données et de grandes bases de données génétiques et cliniques. Donc, ces outils contribueront à l'identification des nouveaux gènes impliqués, à la prédiction de l'effet fonctionnel de ces variants et à une interprétation plus fine des mutations rares. Donc, pour conclure, les maladies rares constituent des modèles biologiques essentiels pour la compréhension des mécanismes fondamentaux du vivant
Et l'identification des nouveaux gènes impliqués éclaire les relations génotype-phénotype, ouvre la voie à de nouvelles thérapies et à terme peut transformer la prise en charge des patients. Merci beaucoup.